Le contexte monégasque et la situation monégasque pèse sur les joueurs, leur fait péter un boulon. C'est ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai dit dans mes 3 points. Pour moi, il n'y a pas de patron. Et on va pouvoir développer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. J'ai rien contre Moreno. C'est sûrement un très bon technicien. On n'en sait rien, Kevin. Non, mais je pense que c'est un bon technicien. Ouais, mais on n'en sait rien. Ouais, mais quand tu es adjoint, tu as été sélectionneur de l'Espagne. Il a écrit un livre et tout. Je pense que le football, tu vois, tu le connais. Mais Antoine, il a beau mettre une veste en cuir. Mais j'ai pas l'impression qu'il dégage, tu vois, de l'autorité sur le banc de touche. Ah, le gars, c'est sûr, beau gosse. Hein. Ouais. Bien peigné, du style, veste en cuir. Hidalgo, années 80, tu vois. Ouais, un peu désuet, quoi. T'as besoin d'un patron. Un joueur, il peut pas faire ça. Kevin, il doit avoir peur de son entraîneur. Moi, d'une part, je ne sais pas si ce qu'il vaut en tant qu'entraîneur parce qu'il n'a rien. Il a jamais eu d'équipe première. Il a jamais été en charge d'une équipe première en tant que principal. Donc ça, on n'en sait rien. Et deuxièmement, quand tu es dans la situation de Monaco. Tu es dans la situation de Monaco qui est une situation un petit peu compliquée, que tu es à la mi-saison, que tu vas prendre une équipe comme ça à la trêve de janvier, pour moi, c'était pas du tout le profil d'entraîneur qu'il fallait prendre. Il fallait un entraîneur d'expérience. Un mec qui a la pointe. Voilà, un mec d'expérience qui connaît la Ligue 1, pas un novice. Je peux dire un truc, vas-y Antoine. Il fallait pas changer. Enfin, je l'avais dit quand il avait sorti Jardim. Pour moi, j'ai pas compris. En fait, on a bien marché avec Jardim. On a arrêté Jardim, on a fait venir Thierry Henry. Ça a pas marché. On a refait venir Jardim, ça allait mieux. Il y a eu un moment de flou, il y a eu un moment où c'était plus bas dans le vestiaire, on savait qu'il y avait des problèmes. Ok, Jardim part, très bien, pas de souci. Depuis qu'il est parti, on a une victoire, mais qui était 3 jours ou 4 jours après, que je compte pas parce que pour moi, il n'y a pas encore de prise en main de Moreno de l'équipe qui était tout début janvier. Et depuis, on a gagné une seule fois contre un club d'amateurs. On a pris 3 buts par match à chaque fois. En fait, il n'y a pas de patron, mais il n'y a pas de patron sur le terrain, il n'y a pas de patron dans le vestiaire, il n'y a personne. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est exactement ce que je dis. Je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a personne, ça part à volo. Jason Martin, qui est pourtant, pour moi, qui est toujours un bon espoir du football chez nous, qui est top, il fait ça. Moi, je comprends pas, franchement, je comprends pas. Et là, je me dis, et honnêtement, en tant que supporter, je sais pas. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre l'équipe sur les rails? Kevin. Alors Antoine, juste, ça me fait plaisir qu'un supporter monégasque dise qu'on n'aurait peut-être pas dû sortir Jardim. Et je l'avais dit à l'antenne quand il l'avait sorti le jour même, pour moi, il fallait pas le virer. Non mais les gars, attendez, parce que Jardim, il y avait un point de non-retour, les résultats ça allait mieux, mais les relations étaient compliquées. Et peut-être que la question est différente. Ils auraient dû prendre un mec d'expérience, simplement. Ils ont refait la même erreur qu'avec Thierry Henry. Exactement. Attendez les gars, juste en fait, par rapport à Jardim, là vous avez tort tous les deux, c'est qu'en fait, il n'aurait jamais fallu le reprendre. Non mais là tu as complètement raison. Non mais je veux dire, là, à ce moment-là, j'ai dit que je dis pas que c'est un grand entraîneur, j'ai pas dit que c'était la solution ultime pour Monaco, mais aujourd'hui, changer là et refaire ce que vient de dire Nicolas, même erreur avec un entraîneur inexpérimenté qui s'est trompé dès sa première conférence de presse, et je l'avais noté ici même, quand il dit alors attention, j'ai jamais été numéro 1 ou pas très longtemps, mais ça fait assez longtemps que je suis adjoint, donc être entraîneur, je sais. Mais ça n'a rien à voir. Tu arrives dans un club qui est complètement en déliquescence, où il y a trop de problèmes internes, extrasportifs, sur et en dehors du terrain. Tout simplement, qui est pas clair. Et toi, tu arrives et tu penses que parce que tu as été adjoint, tu vas savoir tenir un vestiaire aussi compliqué que celui de l'AS Monaco, avec des Glick, des Jemerson qui ont été champions, qui ont des statuts, qui ont des salaires, et qui, oui, sur 2 matchs, Glick, on a retrouvé un Glick à peu près cohérent, un Fabregas qui a plus de jambes, même si ça a été un joueur monstrueux, c'est très difficile. Et je pense qu'il ne savait pas la tâche qui était devant lui. J'espère maintenant qu'après, bien sûr, l'épisode qui a été assez commenté de cet été, on se rend compte, même s'il a des défauts, comme nous tous, du joueur qu'on a en Ligue 1. Ah, il est incroyable. Neymar Junior, c'est un joueur qui est clairement top 3 mondial, sans aucune discussion. Après Messi et Ronaldo, et encore s'il arrive à enchaîner les performances, s'il arrive à se mettre, on va dire, le cerveau un peu à froid et éviter certaines provocations qui peuvent amener à une blessure, éviter quelques sorties, quelques soirées et se concentrer un peu plus sur le foot, même si on sait qu'il est comme ça. Mais techniquement, Nico, Jonathan, mais ce qu'il arrive à faire, mais c'est incroyable. Bon, c'est juste le passement de jambes. C'est juste les cheveux roses, ça va pas trop. Mais... Ouais, bon, le style, ça va pas en ce moment. Mais tu vois, le passement de jambes, toujours au bon moment, la passe dans le bon tempo, l'accélération. C'est pas le joueur le plus costaud, mais il est solide sur ses appuis. C'est un joueur pied droit et pied gauche. Le mec sait absolument tout faire footballistiquement. En fait, ce qui est très fort avec Neymar, même si voilà, il y a 2 grilles de lecture, mais la première, c'est que ce qui est très fort, c'est qu'il est tellement bon en Ligue 1 qu'on a oublié le scandale de cet été.
Le scandale de son comportement et le scandale de sa prise d'otage du Paris Saint-Germain de cet été. Il a réussi à faire oublier de par ses performances en Ligue 1 qui sont extraordinaires et stratosphériques. Après, encore une fois, voilà, on va se répéter d'année en année. On verra en Ligue des Champions. Parce que pour moi, pour l'instant, tout ceci n'est que de la littérature. Il a déjà gagné la Ligue des Champions quand même. Non, en Ligue des Champions, avec oui, le Paris il est venu à Paris pour permettre au PSG de franchir un cap. Oui, mais je vous rappelle que le football, ça se joue à 11 contre 11. Oui, mais là, tu as une équipe qui me semble assez forte. J'espère qu'il sera là. Voilà, ça va commencer par là. On verra s'il est là sur les 2 matchs en 8e, on verra s'il est là en quart. Pour l'instant, je lui dis bravo parce qu'il a réussi à faire oublier l'épisode de cet été, mais pour l'instant, c'est du détail parce qu'on verra au printemps là où les choses comptent. Ceci étant dit, sur le match du PSG, énormément de choses positives à dire, forcément. Alors c'est vrai que le match est un petit peu faussé parce que tu as cette expulsion du gardien dès le début du match, mais je les ai trouvés très bons offensivement. Mention à Sarabia qui dans une position un peu hybride, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, vraiment un joueur de collectif. On sait qu'en coupe, Tourelle peut compter sur lui. De collectif mais efficace, 8 buts sur ses 10 derniers matchs avec le PSG quand même. C'est un buteur. Il est toujours là quand on fait appel à lui. J'ai trouvé aussi que ce qui était réjouissant, c'était l'ambiance qu'il semblait avoir au sein du groupe. J'ai bien aimé. J'ai vu à la fin du match Cavani associé aux autres pour fêter la victoire auprès du Cup. Mais encore une fois, 2 choses. La première, c'est que pour l'instant, ceci n'est que de la littérature parce que ce qui compte pour le PSG, c'est le printemps. Et la deuxième chose, c'est que même à 10 contre 11, j'ai trouvé que 2-3 fois, Montpellier arrivait un petit peu trop à transpercer le milieu à 2, ce fameux milieu à 2, Gay Verratti. Et j'ai quelques doutes toujours, qui ne sont toujours pas levés, sur la viabilité de cette organisation et de ce milieu-là en Ligue des Champions face à une opposition qui sera plus élevée. Oui, voilà. Mais tu sais, tu parles à juste titre du milieu de terrain, mais je vais me répéter ce que j'ai dit déjà pour Monaco. Défendre, c'est quelque chose qui est collectif. C'est pas que les défenseurs, c'est pas que les 2 milieux récupérateurs, c'est également les joueurs de côté qui doivent resserrer dans l'axe pour éviter les lignes de passe, pour protéger, pour être les premiers. Là, on dit toujours que les attaquants sont les premiers défenseurs, mais c'est pas un cliché, c'est la vérité dans le football de haut niveau encore plus. Et par contre, voilà, maintenant le petit bémol, c'est sur la tactique. Alors parlons de ça, je voulais qu'on parle de ça. Tu parlais des attaquants sur le banc notamment. Voilà. J'ai du mal. Comment vous le lisez ça, les gars? Icardi, Cavani sur le banc. Tes 2 numéros 9, tes 2 seuls vrais numéros 9 sur le banc. J'ai un peu de mal avec ça. Moi, Icardi pas en forme, il ne veut pas choisir. J'ai un peu de mal avec ça parce que aujourd'hui, on dit que bien sûr le juge de paix sera la Ligue des Champions et je pense qu'en Ligue des Champions, en tout cas moi. Voilà, à mon simple niveau, je pense qu'il faudrait minimum faire jouer un des 2 et je vois pas Sarabia être vraiment aligné titulaire. Donc, pas dans ce poste-là. Je pense que Cavani il a besoin de temps de jeu. Je pense qu'Icardi il a besoin, peut-être pas forcément de temps de jeu, mais de retrouver une confiance qui est pas forcément perdue, mais bon, qui est un peu égarée. Voilà. Besoin de faire du frais. Et donc, j'aimerais bien quand même revoir ce Paris Saint-Germain assez rapidement avec un des 2 attaquants, accompagné bien sûr de Neymar et Di Maria. Di Maria dont on parle pas beaucoup. Mais quand même, j'ai noté Di Maria, cette saison, c'est 30 matchs, 11 buts, 14 passes décisives. Il est énorme. C'est énorme. Moi, ce qui me gêne encore par rapport à ce que tu dis, Kevin, c'est que, encore une fois, ça souligne la très mauvaise gestion du cas Edinson Cavani par Thomas Tuchel. Là, le signal que tu l'envoies, il est dramatique. Tu l'as gardé cet hiver alors que voilà, il était d'accord avec l'Atlético de Madrid. Tu le gardes. Tu te le dis, voilà, on n'accepte pas l'offre de l'Atlético, on va avoir besoin de lui. Là, tu mets de côté ton numéro 1, fais jouer ton numéro 2. C'est pas un choix de Leonardo. Pourquoi dans quel intérêt? J'ai l'impression que Tuchel ne comptait pas forcément sur lui, mais que Leonardo a décidé en tant que chef du sportif de le garder. Mais dans les 2 cas, Kevin, c'est une impression. Dans les 2 cas, c'est stupide parce que tu sais que maintenant l'histoire avec Cavani va se finir quoi qu'il arrive à la fin de ces 6 mois-là. Tu sais que tu vas forcément en avoir besoin à un moment ou à un autre dans ta saison. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'aime pas radoter, mais on va rappeler que l'année dernière contre Manchester, tu n'avais pas ni Neymar ni Cavani. Donc tu avais une attaque qui était dénuée. On ne sait pas ce qui peut se passer avec les suspensions, avec les blessures, avec les anniversaires et tout le reste. Demain soir l'anniversaire, voilà. La soirée blanche de Neymar. Et l'anniversaire de la sœur, on ne sait pas. Donc tu en as besoin d'Edinson Cavani. T'es invité les gars ou pas? T'es invité? Non, je compte pas y aller. Kevin, non, t'es pas invité à la soirée Neymar? Et tu sais quand vous auriez aimé ou pas? Non. Non, le dimanche c'est soirée en famille. Mais soirée en famille ou pas, non. Et d'ailleurs, tu sais à partir du moment où j'ai vu Luis Gustavo s'y rendre, c'était fini entre lui et moi, quoi.